On parlait de tendances. Eh bien, quelles sont les tendances technologiques structurantes à suivre en 2023 et dans les années à venir? Quels changements de paradigme sont à l'œuvre dans la société et comment se positionner pour vous, chère entreprise? Ce sont les questions que nous allons aborder avec notre prochain intervenant. Interface électronique vivant, low-tech, quantique, nouvelles technologies de stockage, microfusion nucléaire. On ira également sur la Lune avec la toute dernière mission annoncée par la NASA. Voici quelques-uns des sujets traités par celui qui est directeur du laboratoire d'idées pour CEA. Pour le CEA, je vous demande d'accueillir Timothée Sylvestre. Bonjour Timothée. Bonjour, merci. Donc voilà, je suis en charge de la prospective à la DRT, Direction de la Recherche Technologique au CEA de Grenoble. La prospective, c'est un exercice qui vise pas à prédire le futur, ni l'anticiper, parce que c'est impossible. Par contre, on essaie d'envisager des scénarios possibles dans le futur. Donc ça veut dire que ça nous met en condition de travailler sur les hypothèses qui sont plausibles. Et pour cela, il faut s'alimenter en tendance technologique et aussi tendance sociétale. J'en parlerai un peu sur la fin pour nous permettre de travailler sur ces hypothèses et ces scénarios possibles. Alors, je vais vous balayer quelques tendances qu'on pense structurantes pour le futur. Alors, c'est pas du court terme et c'est pas forcément du digital. On va balayer large. C'est pour ça que ça s'appelle grand angle. On essaie vraiment d'aller au-delà du scope même de nos métiers, parce que des fois, ce qui va nous impacter, c'est des technologies qui ne sont pas uniquement dans notre cœur de métier. Et on voit pas arriver des fois des coups parce qu'on est focusé sur notre cœur de métier, et d'autres applications, d'autres technologies peuvent nous interpeller. Alors ça, bon, vous connaissez tous ces images. Le pape en super doudoune de mode, Monsieur Macron qui court dans une manifestation et Barack Obama en train sur la plage avec Angela Merkel mange une glace. Ça, c'est l'IA générative. Donc l'IA générative, Pre-Training Transformer, ce sont des modèles qui permettent de générer ou du texte, mais il y a d'autres algorithmes, les algorithmes de diffusion qui permettent de générer aussi des images ou des vidéos. Et par exemple, ce genre d'images ont été générées en alimentant Midjourney, qui est une des applis d'IA générative, avec le dernier rapport du GIEC. Donc vous avez quelques segments, quelques passages du GIEC qui nous donnent ce genre de vision, alors qui sont pas forcément hyper fun, mais voilà, ça donne l'étendue de ce qu'est capable de faire ce genre de d'IA. Alors là, j'ai une vidéo, je sais pas si vous entendrez le son, mais ça permet de voir aussi dans le média, je sais pas si ça se lance, dans les médias, ce qu'on peut faire en termes alors j'arrive pas à lancer. Bon, en fait, ça change carrément les dialogues. C'est-à-dire, dans des vidéos, vous pouvez avoir un dialogue et ensuite, avec des IA génératives, vous transformez le phrasé de la personne. Voilà. Donc là, on enlève coupe, et après, on parle dans différentes langues. On peut changer le texte. And it's all my fault. Donc vous voyez déjà l'étendue, le potentiel de ce genre de technologie pour les fakes. Et c'est pour ça que dans les craintes d'un certain nombre de personnes, notamment Sam Altman, qui est le CEO d'OpenAI, a évoqué que si c'était utilisé à des fins de déstabilisation pour critiquer en fait des vérités, il y avait des soucis à se faire. Alors, il y a d'autres usages, notamment en tout ce qui est modélisation. Alors, je ne sais pas comment on lance les vidéos. Modélisation de protéines. Et là, je vais vous montrer, on peut utiliser des modèles. Alors, il y a AlphaFold. Je ne sais pas comment on lance la vidéo. Et là, c'est un exemple de structure de protéique. C'est le clic droit? Ah non.
Ah, pardon. Voilà, donc vous savez, un modèle génératif, donc en fait, c'est pas AlphaFold, c'est Rosetta Fold, qui permet de générer en fait des molécules qui vont se connecter à la protéine spike du SARS-CoV-2. Et donc, vous voyez qu'au-delà des médias, de l'entertainment, il y a aussi des applications qui sont dans le domaine de la biologie. Là, typiquement, une des applications, c'est dans l'informatique. ChatGPT vous permet de générer du code. Et donc là, j'ai fait un exemple pour avoir un programme pour me reconnaître des images de chats. Et donc, il lance directement le programme en disant il faut importer telle librairie. Ensuite, vous entraînez votre modèle avec un certain nombre de photos et voilà, donc ça permet à des gens qui ne connaissent pas aussi l'informatique de générer certains scripts. Alors il y a des erreurs, des fois ils vous inventent des librairies qui n'existent pas, mais c'est aussi une des raisons que beaucoup de personnes envisagent des craintes pour la cybersécurité. Il y a déjà eu des attaques qui ont été générées en demandant à ChatGPT de trouver des failles dans certains codes. Alors l'exemple, en demandant même à ChatGPT quels sont les risques d'utiliser ChatGPT, il vous répond à un certain nombre d'items, donc notamment la confiance et la manipulation que ça peut avoir. On peut exercer des contraintes ou flouer des personnes. Et donc ça pose ces problèmes aussi, sachant que on va avoir ChatGPT 5 qui va sortir. Là, vous avez ChatGPT 4 une version payante, mais demain on va avoir des versions encore plus évoluées et voilà, donc qui font entrevoir des soucis à voir. Bon, le gouvernement américain travaille sur le sujet avec OpenAI pour essayer de ne pas diffuser ces outils à tout le monde. Il y a déjà des garde-fous qui existent. Si vous demandez comment fabriquer une bombe, il reconnaît. Et donc il y a un certain nombre de garde-fous qui vont être utilisés. Une autre application de ces IA génératives, c'est pour en fait générer des modèles 3D. Et là, vous avez des gens qui utilisent des API fournies par GPT-3 pour générer carrément, à partir d'un simple croquis d'une voiture, des bases de données qui vont se superposer et on peut modifier la voiture en disant le pare-choc, je le veux un peu plus rond. Et vous avez l'image 3D qui est générée. Et pareil pour un chat. Si vous n'avez aucune compétence, vous pouvez diminuer la taille du chat juste comme avec un pinceau, modifier cette image. Et donc, c'est l'éventail des conséquences n'est pas encore totalement attribué et il va sûrement générer énormément d'applications qui vont naître de cet empowerment, c'est-à-dire on met dans les mains un outil qui va permettre à bon nombre de non-spécialistes d'accéder à des outils, à des applications qu'avant ils ne pouvaient pas faire. Et le métavers n'est pas mort. L'année dernière, j'avais fait une présentation sur le métavers. Ça pourra servir justement à générer des métavers. Demain, peut-être que ça ne sera pas des sociétés qui vous fourniront un template ou qui vous fourniront des briques pour construire le métavers, mais vous le construirez de vous-même avec des outils de 3D. Et une réflexion qu'a Kevin Kelly, qui est l'ancien directeur du magazine Wired, que j'ai vu il y a pas longtemps aux États-Unis. Et en fait, pour lui, c'est les futurs aussi de ces IA, c'est de pouvoir faire des recherches sémantiques sur les vidéos, parce que je ne sais pas si vous regardez la façon dont apprennent vos enfants. Maintenant, c'est de moins en moins dans les livres et de plus en plus sur YouTube ou dans des vidéos. Et donc, la possibilité d'avoir des moteurs de recherche comme ce que vous faites sur Google, mais pour des vidéos, trouve-moi les vidéos qui contiennent quelqu'un qui ouvre une porte ou qui va faire tel objet. C'est vraiment le futur de la recherche. Comment demain on va rechercher des actions, on va rechercher de la sémantique dans des vidéos. Mais la grande révolution de ces IA génératives, c'est vraiment le second brain, c'est-à-dire comment vous allez chacun avoir une sorte d'ange gardien, une sorte d'application
que vous allez fine-tuner, que vous allez adapter à vos connaissances, à tous vos documents que vous analysez et qui sera personnalisé et du coup qui répondra avec efficacité aux problèmes que vous vous posez tous les jours. On fait déjà maintenant, hein, quand on recherche sur la veille, vous allez sur ChatGPT pour débroussailler un domaine ou pour éclaircir un domaine, mais demain, ça sera un compagnon qui sera peut-être essentiel et qui vous permettra d'augmenter en efficacité. Et même, on voit des recherches de CV arriver avec des compétences qui sont demandées dans l'utilisation de ChatGPT et de bien appréhender ce domaine-là. Donc effectivement, c'est quelque chose à surveiller, d'autant plus que l'année dernière, j'avais parlé de neurosymbolique, d'intelligence artificielle neurosymbolique, où on combine les potentiels de l'IA connexionniste à l'IA symbolique. Et c'est possible aussi maintenant, avec des API, bientôt de rajouter des fonctions de logique à cette IA connexionniste de ChatGPT. Une autre tendance, là vous l'aurez peut-être reconnu, c'est l'ordinateur quantique, donc les technologies quantiques de manière générale. Parce qu'il n'y a pas que l'ordinateur quantique qui correspond à cette seconde révolution du quantique. La première étant la compréhension des mécanismes fins des atomes, de la physique des atomes. La deuxième révolution, c'est comment utiliser cette physique pour faire des applications de communication, pour faire de la cryptographie, pour faire du calcul. Et là, un exemple, c'est le quantum sensing. Comment on pourra demain développer des capteurs, des senseurs ultra précis qui, au niveau de l'atome, détecteront des variations de champs magnétiques, de champs gravitationnels. On a des applications dans le domaine du militaire. Si vous pouvez détecter des sous-marins parce qu'ils vont engendrer une variation de champ gravitationnel, vous mettez fin en fait à cette suprématie des sous-marins. Pareil, si vous pouvez détecter sous terre des bases où sont cachés des missiles, c'est des applications qui sont vraiment à l'heure actuelle étudiées par les militaires. Vous avez des domaines dans la santé, dans tout ce qui est scanner, IRM, où vous pouvez vraiment détecter très sensiblement des variations de champs magnétiques qui correspondent à des activités cellulaires ou à des activités cérébrales. Une autre révolution des technologies quantiques est la communication quantique. Alors là, c'est un exemple où en Hollande, vous avez trois bases, ils appellent des nœuds quantiques. Donc vous avez Bob qui partage une info avec Alice par un réseau optique. Bob partage aussi l'info avec Charlie. Et en fait, vous utilisez une propriété du quantique qui s'appelle l'entanglement, l'intrication, qui va permettre, à partir du moment où Charlie et Bob et Alice partagent une info, de transmettre cette info instantanément entre Charlie et Alice. Et ça, c'est une aussi des particularités de cette révolution quantique. Ça vous permettrait de faire un Internet quantique et de manière en fait chiffrée qui serait inviolable, parce qu'à partir du moment où vous captez en fait l'information se détruit, ou vous pouvez savoir qu'elle a été captée. Et donc on imagine, alors c'est encore pour vraiment longtemps, de faire un réseau qui passerait par un nœud, par exemple Bob, ça serait le satellite, et qui permettrait de faire des connexions de nœuds quantiques entre elles, de manière de transmettre l'information de manière instantanée et de manière non violable. Donc ça, c'est les Chinois, hein, c'est une expérience qui a été faite Misuse avec un satellite sur plus de 1000 km il y a quelques années. Un autre domaine, hein, c'est le calcul quantique. Le calcul quantique, alors déjà, ça s'applique pas à tous les typologies de problèmes. C'est que des problèmes qui sont, on va dire, qui correspondent à une complexité ou exponentielle ou polynomiale. Et ça ne servira pas, par exemple, si vous avez des lunettes de réalité augmentée et que vous voulez avoir une meilleure définition ou faire du calcul plus rapide. Ce n'est pas du tout ce genre de problème. C'est vraiment pour résoudre des problèmes uniquement d'optimisation. Si vous avez une flotte d'avions ou une flotte de véhicules à charger, comment optimiser
optimiser les recharges. Vous avez des problèmes aussi de simulation des molécules entre des ligands, des récepteurs, comment les molécules vont interagir avec des solvants. Vous avez des problèmes de modélisation de systèmes complexes, d'équations différentielles, de fluides ou de choses comme ça, comme Navier-Stokes. C'est aussi des problèmes qui peuvent être résolus par le calcul quantique. Je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je vois plus l'affichage sur l'écran. Et donc, vous avez différents types d'architectures qui existent avec des qubits qui viennent des atomes froids, du silicium, de la photonique. Tout ça, c'est bien sûr pas pour tout de suite. Certains l'imaginent à 15, 20 ans. Par contre, pour les entreprises, il faut s'en inquiéter maintenant parce que le temps de compréhension, le temps d'acculturation dans une entreprise pour savoir quel type de problèmes chez vous vont pouvoir être résolus par le quantique, quelles sont les personnes qui pourront travailler dessus, recruter dans ce domaine, ça va être compliqué, encore plus pour l'IA dans les années précédentes. Donc, gardez un œil sur ces technologies-là parce que ça ne sera pas au moment où ça sera le grand boom qu'il faudra s'en préoccuper, ça sera trop tard. Il y a la crypto, donc là c'est un autre domaine des technologies quantiques où vous utilisez le calcul et en même temps les possibilités de crypto. Donc vous avez tous entendu parler du Shor, l'algorithme de Shor qui est capable de casser le RSA 2048. On n'en est pas là, hein. C'est vraiment des algorithmes très compliqués. Mais certains déjà imaginent qu'on peut le casser en stockant d'ores et déjà vos communications dans des serveurs et que dans quelques années, ces communications qui sont stockées pourront être décryptées et on pourra savoir ce que vous avez dit. Bon, je ne sais pas si ça servira à grand-chose. Donc maintenant, ils sont sur des calculs post-quantiques. Donc comment, si on avait un ordinateur quantique, comment on crypterait dans le futur les informations. Un autre domaine qui explose, c'est aussi tout ce qui est Advanced Nuclear Reactor. Donc, on n'a pas attendu l'augmentation du prix du pétrole pour s'y intéresser, mais par contre, c'est vrai que ces dernières années, ça a pris une ampleur assez conséquente avec, vous avez sûrement entendu parler, les Small Modular Reactors, qui sont des petits réacteurs qui sont moins puissants qu'une tranche de 1000 MW d'une centrale nucléaire, qui sont de 300 MW et qui sont plus petits, plus flexibles et qui permettent d'alimenter comme des villes, en Suède, il y a des projets pour avoir des villes alimentées avec ces petits réacteurs. Une spin-off du CEA récente, Exana, propose un micro-réacteur à neutrons rapides et caloporteur sodium qui est constitué de 2 modules de 400 MW et qui en même temps génère des températures, des gaz haute température qui permettent d'utiliser cette énergie-là pour faire ou de l'hydrogène ou bien capter du CO2. C'est-à-dire que ça vient dans votre entreprise pour aider à être net zéro CO2 et pour pouvoir en fait assurer d'autres fonctions connexes que juste la génération d'électricité. Et ça, c'est beaucoup de typologies de réacteurs se développent dans ce sens. Vous avez aussi plus récemment des micro-fusions réacteurs. Alors là, certains vont dire c'est de la science-fiction, mais des fois, quand beaucoup de startups où il y a beaucoup d'énergie se développent dans un domaine, on peut avoir des disruptions. Il y a Lockheed Martin qui travaille sur ces micro-réacteurs de fusion. Il y a le MIT, il y en a d'autres. Bien sûr, vous avez récemment Elon Musk qui a annoncé son propre réacteur Radiant, lui pour alimenter en fait les différentes missions qui auront lieu sur Mars, alors dans un futur lointain. Vous avez d'autres micro-réacteurs de fusion. Là, vous avez à la taille d'un humain, la taille du micro-réacteur de fusion de Avalanche, qui sont dans l'État de Washington et qui développent l'Orbitron, donc vraiment un micro-réacteur de fusion. Plus près de chez nous, vous avez Renaissance Fusion,
qui sont grenoblois, Courberia, et qui développent un Stellar Reactor. Donc le principe par rapport au tokamak, qui est un tore homogène, mais qui est difficile à maîtriser et à stabiliser, vous faites un tore qui est torsadé cette fois sur lui-même grâce à une technologie de supraconducteur haute température qui est brevetée et qui vous permet de configurer en fait ce tore de manière beaucoup plus stable en fait à opérer. Une autre tendance. Alors, vous aviez la photo de la Lune sur ma présentation. Là, c'est le Lunar Orbital Station Gateway, qui va être un intermédiaire entre la Lune, la Lune et la Terre. Et tout ce qui est exploration lunaire va connaître un accroissement dans ces dernières années avec les missions Artemis. Les missions Artemis, il y a déjà eu un lancement d'un module qui a fait le tour de la Lune, qui a été lancé. Mais là, récemment, il y a quelques semaines, où il y a eu la composition des cosmonautes qui vont partir en orbite autour de la Lune. Alors, ils sont essentiellement américains. Mais ensuite, il y a une phase 3 où on va remettre le pied sur la Lune et d'ici 2025-2026, ça va sûrement engranger une nouvelle dynamique, que ça soit des États, mais aussi de la part de financement européen. Le but, à la fin, c'est de construire une base lunaire. Donc vous avez un certain nombre d'entreprises qui se sont positionnées, SpaceX pour le Space Launcher et ensuite d'autres pour les Orion, pour les modules qui vont emporter les personnes avec les moteurs. Au final, il va falloir développer des compétences assez conséquentes pour nourrir les hommes sur place, pour les alimenter en énergie, pour les protéger des radiations solaires. Et donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça d'aller sur la Lune ? On n'a vraiment pas besoin avec tous les problèmes qu'on a sur Terre. Mais en fait, il y a des applications duales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont développées dans des milieux extrêmes qui pourront avoir des applications, notamment tout ce qui est récupération de déchets, récupération de métaux. Là, vous avez un ensemble de réactions chimiques qui seront développées pour générer aussi bien de l'oxygène pour alimenter les cosmonautes sur place, mais aussi pour produire de l'hydrogène, pour produire du carburant, pour ensuite pouvoir redécoller de la Lune. Donc toutes les applications qui sont poussées de manière extrême dans l'exploration lunaire auront sûrement des répercussions sur Terre pour tout ce qui est process industriel, pour ce qui est génération d'énergie, génération de nouveaux carburants. Et bien sûr l'agriculture, vous avez Interstellar qui propose des pods qui permettront de faire de l'agriculture dans des milieux extrêmes et notamment en partenariat avec les Émirats Arabes Unis dans les déserts, dans les milieux où il n'y a pas d'eau, dans des conditions de température très, très fortes. Une autre tendance, alors là c'est plus difficile à voir, c'est pas le spatial, là vous êtes dans le cerveau. Et en fait ce que vous voyez, c'est une veine dans laquelle on va mettre un cathéter et c'est une tendance qui est en train de se développer, c'est comment on va utiliser l'électronique pour se connecter au vivant, pour se connecter de manière générale à tout ce qui est vivant. Et là, vous avez ce système de Brain Computer Interface Synchron qui a obtenu la Food and Drug Administration, donc la possibilité de tester sur l'humain. Donc on a l'habitude, c'est vraiment des stunts qu'on met dans les veines pour lorsqu'il y a eu des problèmes d'alimentation du cœur. On vous les mettait dans les veines du cerveau et ils vont en fait communiquer les ondes cérébrales à des capteurs qui vous permettent, qui ont permis à une personne notamment de piloter un clavier pour générer des mots quand les gens ont eu des accidents cérébraux et ils sont paralysés ou ne peuvent plus utiliser leurs paroles ou leurs membres. Donc ça, c'est des domaines qui sont en extension. Et vous avez la communication avec d'autres formes de vie. Donc vous avez là un robot plante. Donc en fait, le robot se dirige en fonction de la lumière grâce à ses pattes et il va aller à l'endroit où il y aura plus de lumière. Vous avez quelque chose qui peut-être fait peur aussi, un ordinateur qui est mis sur un scarabée volant pour piloter en fait ce scarabée
dans différentes configurations. Electrodes are connected to the beetle's optic lobes and flight muscles, forcing it under complete control. This type of beetle can carry several grams of payload and be used in search and rescue missions. But it also raises the question of whether or not it's really right to override a being's basic motory functions. But I think more importantly, we should ask where this type of automation will draw the line, and whether it will be done to faire du search and rescue. Ah, il y a du son sur la vidéo. Ouais. Et donc faire du search and rescue pour aller voir rapidement, lors d'un accident, lors d'une catastrophe naturelle, récupérer s'il y a des survivants. Là, vous pouvez recréer aussi des muscles artificiels. Et là, il y a un exemple d'un muscle artificiel qui permet de faire voler un petit robot avec des vibrations. Donc, je ne vais pas mettre toute la vidéo parce qu'elle est longue. Là, je crois qu'il n'y a pas de son et ça vous montre, en fait, c'est un xénorobot. Ah, il y a du son. Et je vais vous présenter quelque chose que j'ai vu aux États-Unis et qui est l'interface avec des organoïdes. En bas à droite, vous voyez une sorte d'amas cellulaire. En fait, c'est les cellules du cerveau qui ont poussé de façon à recréer un mini-brain, un mini-cerveau. Et ils ont implanté deux cellules de la rétine qui ont commencé à se multiplier et ont créé deux yeux, en fait. Et lorsque les chercheurs ont scanné au niveau les ondes cérébrales, ils ont vu qu'il y a un développement d'ondes cérébrales. Et donc, ils ont voulu utiliser, en fait, ces ondes cérébrales pour voir est-ce que si on alimente ces deux yeux avec des obstacles dans un mode robot, est-ce qu'on peut accélérer l'apprentissage de réseaux de neurones? Et c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, ils ont extrait, je ne sais pas comment, les signaux de ce cerveau et ils l'ont implémenté dans ce petit robot et on le voit marcher donc avec alors là leur but à la fin c'est d'implanter le mini organoïde dans le robot et que ça soit ce mini cerveau qui pilote le robot. Bon, pour le moment ça n'est pas le cas, hein. Et quelque chose qui est vraiment, alors au-delà de l'effet sensationnel dont je vous ai montré quelques vidéos, c'est vraiment comment on va connecter l'ensemble du vivant et comprendre comment les animaux communiquent. Vous avez vu des livres sur les arbres, comment les arbres communiquent entre eux par leurs racines. Et en fait, il y a toute une complexité du monde du vivant qu'on va appréhender et qu'on va mieux comprendre en utilisant des bases de données. Là, ils ont créé BEANS, Benchmark d'Animal Sounds, donc des bases de données de sons émis par les animaux, pour essayer de voir, grâce à l'IA, si on peut comprendre, inférer des nouveaux messages entre des espèces dont on ne pensait pas qu'elles étaient intelligentes. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu le cri d'une carotte, mais certains chercheurs ont vu que les plantes en fait émettaient des sons. Alors c'est des sons qui sont à 150 kHz. Alors je vais essayer de vous en faire entendre un. Alors, on va pas... Vous entendez pas? Bon, malheureusement, vous l'entendez pas. Je pourrais vous passer la vidéo et vous l'entendrez. Une autre tendance qui est, là c'est un brin d'ADN, et qui est le stockage d'ADN. Le stockage de données dans l'ADN, pourquoi? Parce que on augmente de plus en plus la quantité d'informations à stocker grâce à l'IA, grâce à tout un tas, on stocke tout. Et il y a un moment, ça va être compliqué. Et donc des solutions envisagent l'ADN pour stocker des données. Donc on peut dans un gramme d'ADN avoir près de 200 pétabytes, soit 200 millions de gigabytes, ce qui est énorme parce qu'on stocke l'information au niveau moléculaire. Et il y a des dispositifs, notamment de stockage d'ADN in vitro, qui ont été développés
par le G-Tree avec des microchips qui permettent de stocker déjà de l'information. Vous pouvez stocker des films, vous pouvez stocker sur cet ADN. Par contre, c'est pas une information dont vous avez besoin d'avoir un accès entrée, read-out, read-in fréquent. C'est vraiment plus de l'archivage que de la mémoire vive. Mais par contre, ça va vous bien moins dépenser d'énergie pour stocker de grandes quantités d'informations. Une dernière tendance, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un microscope low-tech. Pourquoi low-tech? Parce qu'il vaut moins de 2 €. Il est tout en papier avec une petite lentille. Vous pouvez le faire vous-même. Et c'est des chercheurs de Stanford qui ont mis au point ce microscope parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans des pays où on n'a pas accès à des analyses, à des laboratoires d'analyse et qui vous permettent d'avoir déjà un bon niveau d'information pour faire des diagnostics médicaux. Et ça, cette tendance, on la voit se développer dans les écoles d'ingénieurs. Beaucoup d'ingénieurs de centrales, les arts et métiers disent « nous, on veut des cours sur les low-tech ». Alors, qu'est-ce que sont les low-tech? Il y a beaucoup de définitions. Il y en a une de l'ADEME que je vais reprendre, que j'aime bien. La low-tech questionne en premier lieu les besoins. Elle favorise l'essor des technologies simples, accessibles à tous et facilement réparables, en faisant appel à des moyens courants et localement disponibles. Elle met les individus en capacité d'agir dans la société et permet une réappropriation d'outils moins complexes dans un contexte de tension sur les ressources. La low-tech n'est pas un refus de la technologie, elle vise son utilisation juste et suffisante, un mix technologique équilibré entre technologies simples et complexes. En fait, c'est un techno-discernement. Plutôt que de chaque fois sortir la grosse armada et de lancer des gros outils pour tout et n'importe quoi, on dit ok, est-ce que là, il y a besoin de cette technologie-là ou peut-être on peut répondre à ce besoin beaucoup plus simplement et il n'y a pas besoin de la tech partout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit arriver. Là, dans l'habitat, ça c'est le Low-Tech Lab qui met des systèmes de récupération de chaleur qu'ils fabriquent eux-mêmes et qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de technologie pour se chauffer. L'ADEME a mis aussi dans le domaine de l'automobile un défi, ça s'appelle l'extrême défi parce que on parle d'écologie, on parle de consommation de véhicules, mais en fait quand on veut bouger 2 tonnes d'acier pour se transporter une personne ou quelques courses, en fait il faut des véhicules beaucoup plus légers. Et donc comment la conception du véhicule, elle peut être beaucoup plus simple pour faire des véhicules plus légers qui correspondent à des usages en ville pour faire quelques courses ou se déplacer à 1 ou 2 personnes. Donc là, il y a vraiment ce mouvement qui est en train d'apparaître. On le voit dans le domaine de l'urbanisme. Ça, c'est une réflexion sur jusqu'en 2040 avec la ville de Paris, comment ça peut se déployer à l'échelle d'une ville, les low-tech. Et vous allez même sur des systèmes comme le militaire, où la défense, en fait, imagine le soldat low-tech. Alors, on imagine toujours la recherche sur l'armée avec plein de technologies, de l'IA. Mais en fait, non, ils sont en train de réfléchir aussi. Nous, en opération, il faut quelque chose qui soit simple, qui soit réparable, qu'on puisse réparer nous-mêmes, qui soit fiable. Et donc, c'est aussi des tendances qu'on voit dans ces secteurs-là. Et donc, l'année dernière, je vous avais fait un petit topo à la fin, un petit laïus sur l'efficacité versus la résilience, toutes les technologies qui permettent d'améliorer l'efficacité et en même temps, il faut aussi qu'on soit plus résilient. Là, peut-être, cette année, je ferai aussi un équilibre entre low-tech et high-tech, c'est-à-dire ne pas toujours déployer des grosses armadas, la grosse technologie pour tout, et c'est un équilibre à trouver. Et en fait, la low-tech peut apporter à la high-tech en termes de robustesse, en termes de prix, en termes de simplicité de réparation. La high-tech peut aussi apporter au low-tech parce que plus on modélise et on conçoit un système, plus il va être efficient, plus il va être efficace. Et donc, peut-être pour conclure, maybe low-tech is the new high-tech. Ça, c'est une réflexion à avoir. Et j'avais fini aussi l'année dernière en disant il faut cultiver votre diversité. Si vous voulez être résilient, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Il faut sortir un peu des sentiers battus. Et je vous conseille d'aller, si vous pouvez, bien sûr, à South by Southwest, qui est une conférence à Austin, qui a lieu chaque année, où on mixe en fait les personnes de la tech, mais aussi les personnes de l'entertainment, des médias. Ça crée en fait
un collectif bizarroïde. Il y a de la musique, il y a des concerts. Bien sûr, il y a des gens sérieux. Il y a les directeurs de IBM sur le quantique, Microsoft, ChatGPT, le CTO. Mais voilà, c'est un moyen aussi de se décaler, de rencontrer des gens très ouverts sur beaucoup de sujets, de sortir de vos domaines d'expertise et de votre cœur de métier. Et voilà, je suis heureux de pouvoir partager ça avec vous. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger sur un ou deux domaines. Je vous laisse mon adresse email. Et bonne Merci Timothée. Merci infiniment Timothée pour le CEA. Low Tech is the new high tech. Voilà, ça en tout cas on aura retenu effectivement ce message très important destiné bien sûr à l'écosystème.